Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 50-50. Aujourd'hui, nous parlons d'un enjeu majeur de droits humains, les mutilations génitales féminines. Et vous le savez, les mutilations génitales féminines restent un fléau mondial qui continue de menacer la vie, la santé et la dignité de millions de filles. Pratiquées dans plusieurs régions du monde, elles constituent une violation grave des droits humains et sont condamnées par les Nations Unies depuis 2012. En Afrique de l'Ouest, malgré les avancées enregistrées dans plusieurs pays où les cas ont fortement reculé, la pratique persiste encore dans de nombreuses communautés. Plus de 20 pays ont pourtant adopté des lois pour l'interdire, mais leur application reste souvent insuffisante dans plusieurs pays, notamment le Sénégal, la Gambie, le Libéria et le Mali, la Sierra Leone ou encore la Guinée. Des millions de filles restent exposées à ce risque faute de législation ou d'application effective des lois existantes. Et au-delà des textes, les experts et les militants alertent. 50-50 ouvre le débat aujourd'hui sur cette réalité qui continue de diviser mais aussi de mobiliser. Donc pour en discuter aujourd'hui, nous recevons Madame Arlette Mouvondo, représentante résidente de l'ONU Femmes au Sénégal, forte de plus de 20 ans d'expérience dans la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre. Madame Mouvondo, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous et merci de nous avoir invités. Malgré les campagnes de sensibilisation et les lois, les mutilations génitales féminines persistent. Comment expliquez-vous cette résistance? Alors, nous avons affaire, lorsque nous parlons des mutilations génitales, à un phénomène social qui touche à des questions culturelles, qui touche à des questions de tradition, qui touche à des questions coutumières et à tout ce que vous pouvez imaginer en lien avec la société. Donc, c'est la raison pour laquelle cette question persiste depuis des années, parce qu'effectivement, dans nos communautés, la question de mutilation génitale fait partie intégrante de l'identité d'une femme, de l'identité des jeunes filles. Elle conditionne le mariage, elle conditionne l'honneur, elle conditionne également l'appartenance à une communauté. Et c'est pourquoi les familles sont très accrochées à cette pratique parce que justement, elle donne un poids social, elle donne de la considération aux femmes, aux jeunes filles dans les différentes communautés d'appartenance. D'accord. ONU Femmes est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les MGF. Quelles sont aujourd'hui vos principales actions concrètes au Sénégal et dans la région? Alors, nous avons des actions à plusieurs niveaux parce que la question ou bien la lutte contre les mutilations génitales féminines, déjà, elle appelle à travailler avec beaucoup d'acteurs, que ce soit les acteurs locaux, que ce soit les communautés, que ce soit disons vraiment toutes les composantes de la société. Et également, c'est une question multidisciplinaire parce qu'elle touche aux questions de santé, elle touche aux questions psychologiques, elle touche aux questions d'autonomisation, elle touche aux questions des droits. Et c'est également, comme vous l'avez dit, une question où il faut avoir un cadre normatif qui protège les droits des femmes parce que justement, on meurt de mutilation génitale féminine. Donc, à ce qui concerne ONU Femmes, nous travaillons énormément avec les organisations de défense des droits des femmes, les organisations de la société civile, les leaders communautaires à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est vraiment un changement de comportement et à travers ça, nous faisons de la sensibilisation pour montrer les conséquences de cette pratique au niveau de la vie des femmes, que ce soit en termes de santé, que ce soit sous d'autres aspects. On travaille également avec les leaders traditionnels et religieux parce que parfois cette question est montrée comme une condition religieuse, mais il s'avère lorsque nous discutons avec ces différentes autorités que ce n'est pas le cas. Et il faut donc apporter de la lumière et faire de la sensibilisation là-dessus. Et qui peut faire cette sensibilisation mieux que les leaders religieux et traditionnels eux-mêmes en montrant justement
toutes les implications sur le plan santé des femmes et des jeunes filles et après notamment sur les questions en lien avec la reproduction et la santé maternelle. Nous travaillons également sur le plan normatif où il s'agit d'avoir des lois. Ça peut être des lois spécifiques, ça peut être des dispositions qui sont intégrées dans les différents codes qui sont prévus ou bien tout autre instrument juridique, mais vraiment avoir une norme juridique qui, je ne dirais pas condamner cette pratique, mais qui permet justement de protéger les femmes, les jeunes filles de cette pratique-là. Donc, c'est à tous ces niveaux que nous travaillons avec plusieurs acteurs du niveau local au niveau national, au niveau régional. On fait énormément de plaidoyer pour pouvoir avoir un cadre juridique qui protège les droits des femmes de cette pratique. On accompagne aussi les communautés au niveau local pour une meilleure compréhension des implications justement de cette pratique sur les questions de santé et reproduction des femmes. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on constate quand même que 51 pays disposent de lois interdisant les MGF, les mutilations génitales féminines, mais pourtant la pratique persiste toujours. Pourquoi la loi seule ne suffit-elle pas à briser donc cette norme sociale? Alors, la loi, il faut dire que les lois sont importantes. Les lois sont importantes parce qu'elles établissent clairement que les mutilations génitales féminines sont une violation des droits humains et parce qu'elles protègent également les femmes. Je vous ai parlé des conséquences sur le plan de la santé, sur le plan de la santé de la reproduction des femmes et justement, quand on regarde les taux de mortalité liés à la mutilation génitale, on peut se dire effectivement que la question est assez grave et mérite justement qu'on ait des lois qui protègent les femmes et les filles. Mais la pratique a montré que la loi ne suffit pas parce que, comme je l'ai dit à l'introduction, nous parlons d'une norme sociale, nous parlons de tradition, nous parlons de coutumes. Avec de fortes résistances. Voilà. Et quand on parle de normes sociales, on parle d'identité, on parle d'appartenance et donc des choses qui priment sur la norme juridique. Si je sais que je ne serai pas acceptée par ma communauté parce que je ne vais pas avoir une mutilation, une excision et autres, alors vous voyez que le choix est vite fait. La personne va préférer être en dehors de la loi plutôt que d'être rejetée par sa communauté, plutôt que, voilà. Donc, ça fait que la norme sociale prime sur la norme juridique et les familles préfèrent prendre cette décision parce que c'est lié à l'acceptation de leurs enfants au sein de la société, c'est lié à tout ce dont j'ai parlé, le mariage, l'honneur, l'identité, etc. et le prestige même. Et c'est pour ça que la norme sociale prend le dessus sur le cadre légal. D'accord. Mais on continue les campagnes de sensibilisation afin que les gens comprennent les risques qu'il y a à travers cette pratique. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects à prendre également en compte? Ici en Afrique de l'Ouest, l'excision est aussi considérée comme une économie, un gain donc de revenus. Par exemple, si on prend l'exemple de certains pays comme le Libéria ou en Sierra Leone où ONIFAM a travaillé donc sur la reconversion des exciseuses, beaucoup de gens disent que les exciseuses font cette pratique pour des raisons économiques. Mais est-ce que dans votre stratégie, vous prenez en compte également cette question avec la pauvreté qui gangrène beaucoup de pays? Oui, tout est lié. Comme je vous le disais, on a une approche multisectorielle, multidisciplinaire et le fondement de toutes ces problématiques, de toutes ces thématiques ou bien de ces violations des droits humains, c'est effectivement la question de pauvreté, c'est effectivement une question d'accès aux ressources. Et dans tous nos programmes, nous veillons à ce qu'il y ait une composante que nous appelons autonomisation économique afin de garantir justement que les femmes aient accès et jouissent aussi des ressources pour justement avoir la possibilité de choisir, la possibilité d'accepter ce qui peut être fait sur elles ou pas. Et donc, nous avons effectivement dans le cadre des programmes de lutte contre les mutilations génitales accompagné les exciseuses à pouvoir abandonner cette pratique au profit d'autres activités génératrices de revenus. Mais vous savez, même si elles le veulent, il y a une forte pression sociale
parce que justement, les gens veulent que cette pratique soit faite et ils ont plus confiance à celles qui ont déjà l'expérience dans ce domaine que d'aller vers d'autres personnes. Donc, on travaille sur plusieurs fronts, les questions d'autonomisation économique, les questions de droit, les questions de normes sociales et même les questions en lien avec les traditions et tout, pour justement arriver et avoir des résultats, même si cela ne se traduit pas au regard des taux de prévalence qui existent dans les différents pays d'Afrique de l'Ouest, mais il y a des avancées. Il y a des avancées. Et quelles sont ces avancées également? Alors, les avancées qu'il y a, c'est déjà que cette question, elle est autrefois taboue. Elle est déjà très bien débattue dans les différentes sociétés. Vous voyez également que cette question fait partie du paysage scolaire parce qu'on en parle aussi au sein des clubs des jeunes filles et vous voyez que ce sont les jeunes qui montent au créneau par rapport à cette question et lorsque ce sont les jeunes qui, à travers l'appropriation, parlent et dénoncent cette pratique, c'est encore mieux parce que c'est eux qui sont capables justement d'apporter la transformation sociale que nous souhaitons autour de cette question. Et pour nous, la démystification de cette question, si je peux m'exprimer ici en montrant justement le fait que de plus en plus la question est posée sur la table au sein des communautés, auprès des décideurs, c'est une avancée. La deuxième avancée, c'est le cadre légal, le fait qu'il y ait de plus en plus de lois spécifiques sur les mutilations génitales féminines, c'est également une avancée parce que ça montre que le législateur dans les pays en a fait une question principale et a mis à disposition un arsenal, un instrument juridique pour pouvoir justement protéger les droits des femmes et des filles sur cette question et par ricochet avoir donc un impact sur la santé maternelle, néonatale et réduire le taux de mortalité des femmes liées aux questions de mutilation génitale. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez donc avec les autorités religieuses et coutumières donc pour l'éradication de ce phénomène, les mutilations génitales féminines qui sont perçues quand même comme un acte de protection donc de la vie et non comme une trahison des traditions de la part surtout des autorités religieuses et coutumières. Mais on constate également que de plus en plus des jeunes ouest-africains utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer ces pratiques. Aujourd'hui, comment ONU Femmes soutient-elle ces sentinelles donc locales ou urbaines dans la dénonciation de ce phénomène? Nous travaillons énormément avec les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les organisations des droits des femmes, les organisations féministes, que ce soit à un niveau local ou à un niveau national ou régional, pour pouvoir faire le plaidoyer. Donc, ils ne font pas que de la dénonciation, mais également d'autres actions liées justement à tout ce qui est mobilisation et dialogue communautaire, mais également à tout le plaidoyer qui doit être fait pour pouvoir effectuer les changements nécessaires au niveau normatif, au niveau stratégique, pour que nous puissions voir des résultats concrets. Et donc, pour nous, travailler avec ces organisations est très important parce qu'elles sont au contact des populations. Elles font la remontée d'informations et elles parlent à ces populations dans un langage qu'elles comprennent parce qu'elles ont, pour la plupart, été proches de ces pratiques, ont vécu comment ça se passe et parfois elles-mêmes ont subi ces mutilations génitales et sont donc mieux placées pour pouvoir parler de cette thématique et proposer des solutions. Donc, ce que nous faisons au ONU Femmes, c'est vraiment de faciliter, de donner un espace pour que ces organisations de femmes soient entendues, puissent faire leur plaidoyer et avoir les changements nécessaires à partir des propositions qu'elles identifient au sein des communautés. D'accord. Vous l'avez dit donc tout à l'heure, les survivantes qui prennent de plus en plus la parole. Donc, comment ONU Femmes les accompagne-t-elle dans le processus de reconstruction, puisque vous les accompagnez également dans le plaidoyer? Alors, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des associations qui ont des centres, qui ont des services spécialisés qui accompagnent justement les survivantes. Et c'est une approche holistique où on met les aspects psychologiques, on met les aspects médicaux,
on met les aspects de réinsertion socio-économique et c'est donc tout un parcours. Parce que comme je l'ai dit au début, tout est lié. Et donc, voilà comment nous accompagnons les survivantes à travers les centres de prise en charge, à travers d'autres unités qui soient soit au sein des associations elles-mêmes, soit au niveau communautaire, pour justement apporter tout le soutien psychologique, médical, économique à ces jeunes filles, à ces femmes. Et quelles sont les stratégies transfrontalières donc concrètes que vous proposez pour cette année-ci, pour l'année 2026? Les stratégies transfrontalières, parce qu'on sait que les frontières également sont exposées, parce que quand on prend le Sénégal et la Gambie, qui sont deux pays frontaliers, également, lorsqu'on interdit l'excision ou bien les mutilations génitales ici au Sénégal, les gens préfèrent se déplacer pour aller dans l'autre pays. Ceci nécessite également donc une stratégie pour l'éradication des MGF. Tout à fait. Votre question est très pertinente parce qu'effectivement, on constate des mouvements de population d'un pays à l'autre pour justement pratiquer ces mutilations génitales. Et cela montre clairement les limites d'une réponse strictement nationale, d'où la nécessité d'avoir une approche régionale en travaillant avec les agences des Nations Unies qui sont représentées dans les pays, à travers les gouvernements, à travers les organisations locales, pour harmoniser les cadres d'action afin qu'ils ne soient pas seulement nationaux, mais aussi des cadres d'action régionaux, parce que comme vous l'avez dit, on voit qu'au niveau des frontières, on passe d'une frontière à l'autre, justement, lorsque de l'autre côté, il y a des contraintes, les populations partent de l'autre côté, et ce n'est qu'à travers une collaboration, une synergie régionale qu'on peut apporter une approche et des réponses à ce phénomène. Mm-hmm. Et donc, voilà, c'est cette coordination régionale qu'on est en train de mettre en place, par exemple, entre le Sénégal et le Mali, entre le Sénégal et la Gambie, avec tous les acteurs que j'ai cités, avec les agences des Nations Unies, les ministères en charge des questions des droits des femmes ou du genre dans les différents pays, mais surtout les organisations locales. Mm-hmm. D'où l'importance d'avoir des forats où les organisations locales peuvent se trouver au niveau régional pour pouvoir parler de ces défis et trouver des solutions. Parce que pour nous privilégions les approches ou les propositions qui viennent des organisations qui vivent ces problématiques au jour le jour, parce qu'elles ont souvent des réponses très concrètes, mm-hmm. peu coûteuses, efficaces et qui permettent d'avoir rapidement des résultats très, très concrets. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut avoir également les statistiques de l'année 2025-2026 sur les pratiques donc, des mutilations génitales féminines dans la région? Alors là, si mes souvenirs sont bons, en Afrique de l'Ouest, nous sommes pratiquement à 42%. Et en Afrique centrale, nous sommes à 28%. Alors, vous savez que chez nous, on a un problème justement de disponibilité de données. Donc ça, c'est des statistiques qui ont été faites, je pense, il y a 2-3 ans. Et effectivement, il faut qu'elles soient mises à jour. Donc, voilà à peu près la situation avec les statistiques. Et vous travaillez ensemble également avec des hôpitaux, des médecins. Il y a ce qu'on appelle la reconstruction de l'hymen. Est-ce que vous avez donc un certain nombre de femmes prises en charge par ONU Femmes pour la réparation? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je disais qu'on a une réponse holistique où on a un soutien médical. Et dans le cadre d'un programme sur la santé maternelle, néonatale et infantile, financé par la France, que l'on appelle Muskoka, c'est vraiment travailler avec les hôpitaux pour avoir un volet réparation justement de ces survivantes. Donc, effectivement, on ne peut pas écarter le niveau, la composante médicale. Et malheureusement, certaines fois, ça arrive un peu trop tard où ça se termine par des décès, d'où la nécessité justement de pouvoir travailler avec tous les acteurs, notamment les acteurs de la santé, qui sont mieux placés pour montrer toutes les conséquences de cette pratique sur le corps des femmes, sur le corps des êtres humains, sur le corps des enfants. Et parfois, vous avez parlé de réparation. Quand on parle de réparation, ça veut dire qu'on n'est plus à la forme originale. Ce n'est qu'une réparation. Et les réparations créent souvent énormément de
de complications ou bien il y a des problèmes après parce que des fois, même si sur le plan, l'opération a marché, sur le plan médical, mais il reste encore des séquelles sur le plan psychologique, il reste encore la stigmatisation au niveau sociétal. Et donc, on travaille avec tous ces acteurs et même avec le niveau communautaire, parce qu'après la réparation, vous devez rentrer chez vous et il faut encore travailler sur l'acceptation, la stigmatisation et autres. D'accord. Je rappelle juste que vous suivez votre émission 50-50 sur la West Africa Démocratie Radio, la 94.9 FM, et le thème du jour, c'est mutilation génitale féminine, résistance locale et persistance sociale et culturelle. Et nous recevons aujourd'hui la représentante d'ONU-Femmes, Madame Mvundo, qui est avec nous pour discuter de toutes ces questions. Et toujours dans cette émission 50-50, juste avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de ONU-Femmes, donc d'élimination des MGF d'ici 2030, si c'est encore réaliste de dire 2030? Alors, cette question de lutte contre les MGF entre dans le cadre d'un agenda plus global, celui de la prévention et de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Et donc, nous travaillons sur plusieurs axes. Nous travaillons sur les questions de prévention, donc vraiment un changement de normes sociales. Nous travaillons sur les questions d'amélioration du cadre légal. Nous travaillons sur les questions d'autonomisation économique. Et pour ce faire, nous avons besoin de la collaboration avec tous les acteurs. Et c'est avec tous les acteurs que nous nous fixons justement des objectifs et que nous travaillons d'arrache-pied pour des stratégies d'accélération qui nous permettront, nous l'espérons, d'atteindre les objectifs de 2030. Vous savez, tout est question de volonté politique. S'il y a la volonté politique à tous les niveaux, s'il y a des ressources financières, s'il y a une collaboration entre acteurs, on peut en très peu de temps inverser la tendance. Il faut beaucoup de choses et je dis aussi, on travaille sur des questions de changement social. Le changement social, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais nous voyons que nous avançons. Là où nous avions des taux de prévalence très élevés, 60-80%, nous sommes en Afrique de l'Ouest aujourd'hui à 42%. Donc, il faut poursuivre les efforts de sensibilisation, de mobilisation communautaire, la mise en place de lois et surtout la mise en application de ces lois, voir aussi la redevabilité des États par rapport aux engagements internationaux et régionaux qui sont pris dans le domaine des droits des femmes et des filles pour qu'on puisse justement voir comment les tendances sont inversées. Mais je dirais aussi qu'on a besoin des médias. C'est pour ça que l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de pouvoir parler de cette question et de nous adresser à des millions d'auditeurs est très importante. Les médias ont un rôle à jouer justement dans cette transformation, dans ce changement de normes pour montrer que les questions de mutilation génitale féminine, c'est pas un agenda occidental comme on le dit, mais c'est vraiment une question de société qui affecte la vie des femmes, qui affecte la santé des femmes et beaucoup de femmes décèdent suite à cela. Donc, comment ensemble, en tant que société, nous pouvons protéger la santé de nos enfants, la santé de nos mères, la santé de nos sœurs et au-delà, une vie également épanouie en tant que femme. Comment mettre un environnement respectueux de leurs droits en tant que femme, justement pour qu'elles n'aient plus dans 5 ans, dans 10 ans, peur des coutumes, peur des traditions, etc. Donc, c'est vraiment dans cet objectif que nous travaillons, assurer que nos enfants, nos filles, y compris même les garçons, que tous travaillent ou bien évoluent dans un environnement qui protège leurs droits, un environnement qui respecte leurs droits et qui leur permette de développer tout leur potentiel. Et juste pour terminer, vous venez justement de le dire, les garçons également qui doivent être vraiment impliqués quand on parle surtout de la masculinité. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un programme dédié à cette masculinité, les garçons, les hommes, pour plus d'implication dans la lutte contre les MGF? Ils sont incontournables. On a besoin des deux composants de la société, hommes et femmes, si on veut parler de changement.
On ne peut pas avoir le changement en travaillant uniquement avec les hommes ou les femmes. Il faut que ces deux entités soient réunies. Il faut qu'elles se comprennent. Il faut qu'elles se parlent. Il faut qu'elles dialoguent. Et nous, ce que nous faisons, c'est de faciliter à travers nos stratégies et nos approches. Et parmi ces approches, nous avons ce que nous appelons la masculinité positive, justement, et nous faisons des hommes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient garçons, qu'ils soient hommes, des alliés pour nous aider à faire le plaidoyer, pour nous aider à faire la sensibilisation. D'accord. Juste votre dernier mot? Le dernier mot, c'est vraiment de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de ces questions en vous demandant vraiment de sensibiliser, de nous aider à la sensibilisation, à la transformation sociétale parce que voilà, on parle des questions de changement social et si ce travail n'est pas porté par des relais tels que les médias, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, les médias jouent un rôle très important et je suis très heureuse d'avoir pu discuter de cela avec vous et nous espérons avoir plus d'opportunités dans le futur pour pouvoir parler de ces questions. D'accord. Merci beaucoup, Madame Mvundo. Donc, mesdames et messieurs, l'émission 50-50 s'achève ici. Donc, je rappelle juste qu'aujourd'hui, nous parlions d'un thème crucial, d'un thème avec un enjeu majeur donc de droits humains, les mutilations génitales féminines. Et nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Arlette Mvundo, représentante résidente de l'ONU Femmes au Sénégal, donc depuis novembre 2024. Fort de ses 20 ans d'expérience dans les domaines du développement des droits de l'homme, du plaidoyer de haut niveau également, de l'engagement avec la société civile, de l'influence et du développement politique des questions donc relatives surtout aux droits des femmes. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation.